les rumeurs. Oui, il a voulu le faire aujourd'hui. Il a commencé par notre émission ce matin à l'effet que ces procureurs de la Couronne qui travaillent avec les policiers dans Marteau n'ont pas de pression politique. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard. Tantôt. Restez avec nous, on retrouve une exclusivité concernant le nouvel amphithéâtre à Québec. Peu importe ce que les conservateurs en pensent, la ville a tranché. Va-t-elle de l'avant ou non avec la construction? C'est la Corée du Nord qui bombarde ses voisins du Sud. Y a-t-il une nouvelle guerre qui se dessine? Laissez-vous charmer par l'album Noël chez moi d'Annie Villeneuve. En spectacle à la salle André Mathieu. En vente partout. Ça a l'air vraiment pas d'or. Le goût riche et velouté de Folgers. Voilà comment chaque matin commence pour les Québécois. Alex! On est prêt pour l'entraînement. Bien commencer la journée, Folgers dans ma tasse de café. Ce mercredi. Hey, on fait une folie. Mais de quoi tu parles? Sois-moi stiné. Toujours le crispé mon poing d'en face. Ça marche pas. Magie. OK. C'est passé, toi? Peut-être que Y a pas de peut-être que. j'ai pas pris ma On forme. finira dans ta tête. C'est le moment pour jamais. Comment ça t'intéresse? Voyez les meilleurs moments de Tranche de vie ce mercredi 19h30 à TVA. Une présentation de courtier Remax. Dans le cadre d'essais effectués récemment, une voiture a été jugée meilleure berline intermédiaire 2010. Ce n'est pas la Ford Fusion. Ce n'est sûrement pas la Honda Accord, ni la Hyundai Sonata. Et ce n'est ni la Subaru, ni la Chevrolet, ni la Nissan. C'est la Toyota Camry 2010, considérée comme la meilleure berline intermédiaire, selon Motortrend. Oui, bonjour. Oui! Le produit pour nettoyer les prothèses dentaires, c'est Novadent. Ah, moi, j'ai confiance en Novadent. Maman, c'est Rachel. Dis-lui que je les ai toutes essayées et pour moi, Novadent, c'est le meilleur. Tu l'as entendu? Oui, ben si maman le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est ça. Ça me fait plaisir. Croyez-vous aux fantômes? Quand la table a bougé, j'en croyais pas mes yeux. Des phénomènes qui ne vous laisseront pas indifférents. Êtes-vous parente avec Jean-Joseph Tressler? Attendez-vous d'être surpris. Ça peut pas être truqué, sans l'énergie, sans la vibration qui passe. Avez-vous aimé un autre homme, Iphigénie? On peut pas truquer ça, là. Ça part de nous autres. Rencontre paranormale, première partie. Ce mercredi 21h à TVA. Je vais donner un avant-goût de cette nouvelle du côté de Québec. TVA Nouvelle qui apprend que Québec entend aller de l'avant avec son amphithéâtre multifonctionnel. On va retrouver tout de suite Nicolas Vigneault. Je pense même qu'on veut l'annoncer avant les fêtes, là. Hein? Ben, la date qui est envisagée pour le moment à la Ville de Québec, c'est le 21 décembre, c'est-à-dire de confirmer que même si Ottawa ne met pas d'argent dans le projet, il ne contribue pas financièrement à la réalisation et la construction de ce nouvel amphithéâtre. Oui, la Ville de Québec entend aller de l'avant. Il y a des plans, notamment, on pourrait financer ce projet-là en parlant de taxes d'affaires, c'est ce qui circule présentement, et également d'ajouter une taxe, par exemple, sur les billets vendus pour toutes les activités qui se tiendraient dans cet amphithéâtre. Et ça, c'est pas nouveau, c'est le cas pour le tout nouvel amphithéâtre des Pingouins de Pittsburgh. Ça se fait à cet endroit-là, et la Ville de Québec envisage cette possibilité. Maintenant, pour ce qui est du projet, ce qui circule dans les cartons de l'Hôtel de Ville, c'est un projet de 360 millions de dollars, et jusqu'à maintenant, quand on regarde l'ensemble du portrait, il y a plusieurs millions de confirmés, et on ajouterait 60 millions du privé. C'est cette portion du privé maintenant qui est peut-être un peu nouveau, c'est-à-dire 60 millions qui proviendraient de la vente du nom notamment, mais bien d'autres choses, des compagnies intéressées à investir dans cet amphithéâtre. En tout, il manque finalement 65 millions, et la balle est maintenant dans le camp du gouvernement fédéral. La Ville entend aller de l'avant, peu importe. Alors on écoutera ça le 21 décembre prochain. Merci. Au revoir.
Bon, c'est une chose de souhaiter et de rêver à quelque chose, mais de réaliser, de croire que ça va se faire. Jean-Marc Léger, président DG Marketing, notre grand sondage, le Québec de mes rêves. On parle de souveraineté, bien sûr, vous savez, on en parle depuis tellement longtemps. Les gens, est-ce qu'ils croient vraiment que dans 10 ans, ça va être réalisé? Oui, parce que c'est la grande question, parce qu'il y a entre la question, est-ce que c'est souhaitable, la souveraineté? Est-ce que la souveraineté est réalisable? Et même, est-ce qu'il est pensable qu'elle se fasse? Donc, c'est les trois questions qu'on a posées, et j'ai des tableaux pour vous exprimer un peu les résultats. Donc, c'est 3000 Québécois à travers le Québec qui s'expriment là-dessus. Le premier résultat, donc, voyez ici, c'est est-ce que vous souhaitez que le Québec devienne un pays souverain d'ici 10 ans? Au total du Québec, c'est 39 %. C'est le même taux qu'on a approximativement depuis 10 ans, autour de 40 % des Québécois qui souhaitent la souveraineté, mais c'est la majorité chez les francophones. Ça, ce sont les souhaitables. Maintenant, on a posé la question aux Québécois, est-ce que vous pensez qu'elle est réalisable? Et là, on va obtenir des taux sur l'ensemble du Québec. 43 % du Québec pensent qu'elle est réalisable. Et chez les francophones, c'est encore autour d'1 sur 2. Derrière ça, et ça, ces taux-là ont beaucoup évolué au cours des temps. Le Québec, sur le souhaitable, n'a pas évolué, mais est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de le faire? Une forte proportion disent oui maintenant qu'on a les moyens. Ce qui est le plus ironique du débat, c'est la troisième question. Donc, il y a beaucoup de gens qui la souhaitent, mais est-ce qu'elle est pensable d'ici 10 ans? Et voyez les résultats, vous allez peut-être être un peu surpris. Seulement 15 % des Québécois pensent que d'ici 10 ans, la souveraineté se fera, et 17 % chez les francophones. Donc, il y a beaucoup de francophones qui s'estiment pour la souveraineté, mais qui pensent que de toute façon, elle ne se fera pas à court terme. Ils sont restés avec l'idée peut-être des conditions gagnantes qu'ils ne voient pas encore à l'horizon. Exactement, ou un débat qui dure depuis 40 ans. On a beaucoup parlé du débat justement en politique gauche-droite ces derniers temps, mais où les Québécois se sentent-ils plus confortables? Oui, parce que ce qui est clair dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, ce qui allume ou ce qui enflamme les Québécois, c'est pas la question nationale. C'est davantage la question sociale. Donc, depuis 40 ans, la question nationale a occulté la question sociale. Mais quand on parle de débat de droite-gauche, ça s'enflamme au Québec et de plus en plus. Vous avez entendu parler des Lucides, des Solidaires ou du troisième parti politique. Et là, donc, on est allé un peu plus loin pour mesurer où est le Québec. Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Et voici ce qu'on a comme résultat sur l'ensemble du Québec. On a posé la question, est-ce que vous vous sentez plus à gauche, c'est-à-dire un Québec plus solidaire, communautaire, où il y aurait moins d'écart entre les riches et les pauvres? 35 % ont dit oui à cette question-là. On a posé ensuite la question à d'autres, aux 20 personnes, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un équilibre, est-ce que vous souhaitez l'équilibre entre l'État et le privé? Voilà. On a 39 %, ce qui est un peu plus au centre. Là où se situent les Québécois, beaucoup plus au centre. Et on a testé ensuite la droite. Donc, 2 questions sur la droite. On leur a demandé, est-ce que vous souhaitez davantage qu'il y ait moins de réglementation et plus de privé, 13 % du Québec, ou totalement à droite, c'est-à-dire pour la loi et l'ordre, 13 %. Donc, il y a 26 % qui sont à droite. Donc, le Québec est vraiment partagé et de plus en plus centriste. Il n'est pas nécessairement à gauche, pas nécessairement à droite. J'oserais dire qu'il est plus en avant. C'est pour ça qu'on a fait le sondage sur les 10 prochaines années. C'est ça que le Québec souhaite, des solutions pour les prochaines années. Merci. Au plaisir. Puisqu'on parle de sondage, il y en a un qui a été réalisé sur les intentions de vote pour l'élection complémentaire dans Kamouraska-Témiscouata. Le PQ et des libéraux sont presque nez à nez. Mon collègue Jean Lapierre y a passé la journée hier. Jean, là-bas, c'est très chaud, mais même les libéraux, assez surprenant de les voir avec tout le contexte qu'on entend présentement, les voir même dans cette position très favorable. Je vais dire qu'hier, j'ai passé 2 jours finalement à aller dans les différentes municipalités et je vais un peu te décoder le message de chacun des partis. Les libéraux, leur message subtil, c'est « faut s'assurer qu'on continue le beau travail que Claude a commencé ». Claude Béchard, bien sûr. Donc, il ne s'accroche pas après lui, mais proche. Il faut voter pour Mme Dionne pour continuer ce que Claude a commencé. Donc, le fantôme de Claude Béchard est toujours là. Au PQ, c'est « faut donner une leçon à Jean Charest ». Et ça, si jamais ça marche, c'est une leçon à Jean Charest. Mais si jamais le PQ ne gagnait pas, ça serait une leçon à Mme Marois. Pour les adéquistes, c'est ben là, il faut se débarrasser des vieux partis. Mais ce que j'ai le plus rencontré, c'est tout du pareil au même. Et là, ceux-là, ils disent, on n'ira pas voter, ça ne change rien. Ça peut changer quelque chose, par exemple, pour le résultat si les gens ne vont pas voter. Ben, il va y avoir beaucoup d'abstention et c'est pour ça que les machines électorales sont maintenant testées. La première partie, ce qu'on appelle les bureaux de votation là, avancés, les libéraux ont gagné la partie. Il y a plus de 2500 votes qui sont déjà dans la boîte, et ce sont surtout les personnes âgées, les foyers et tout ça, et même le PQ a admis que les libéraux avaient gagné cette partie-là. Il faut se rappeler qu'en 2007, Claude Béchard, le soir des élections,
a perdu toute la soirée. C'est le bureau avancé qui l'a fait gagner en fin de soirée, comme Jean Charest dans son comté, il faut se rappeler de ça. Sauf que actuellement, on voit les péquistes. Jeudi, Mme Marois descend avec tout au caucus pour faire du porte-à-porte. Jean Charest est là dimanche et les machines sont gonflées à bloc. La sortie de vote va faire la différence lundi prochain. On sait que c'est un enjeu pour les chefs aussi, non seulement pour les formations politiques. Hein? Les chefs, sous leur pose sur ça, les 3 têtes des chefs sont mises à prix aussi. Jean, merci. Au revoir. Salut. Colette, c'était très doux, puis là, ça s'en vient plus froid. Oui, c'était très doux sur certains secteurs du sud-ouest du Québec aujourd'hui. Il y a des secteurs où c'était encore très venteux, beaucoup plus froid. Restez là, on démêle ça dans 30 secondes. À tout de suite. Ah, lettre d'Alexandra. Père Noël. Pour Noël, j'aimerais avoir de jolis petits zoubous. Ils se mettent en boule quand je joue avec et après, ils reprennent forme dans leur arbre maison. Bon, je vais aller faire du popcorn pour ma mère qui regarde son ciné-pop. Je t'aime, Alexandra. Bienvenue au monde des Zoubous et à la cabane de Razo. Les Zoubous adorent glisser et se déployer dans la cabane ou faire la sieste. Zoubous et décors vendus séparément de Spin Master. Ce segment d'émission, une présentation de Biron, soins du sommeil. Et avec le froid qui va s'installer, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi un peu de neige, un peu plus tard cette semaine? Sur certains secteurs, surtout à compter de vendredi, on attend un autre système dépressionnaire. Mais Pierre, à l'aide de l'imagerie radar, je vais vous expliquer le système qui nous touche et vous allez comprendre pourquoi c'est très complexe. Système qui se trouve présentement sur la baie James avec un long front chaud et tirez-le vers Rimouski. Tout ce qui est au nord de cette ligne, il y a de la pluie verglaçante. Au sud, des températures douces, particulièrement douces sur l'extrême sud du Québec. Et là, je parle de Montréal, l'Outaouais avec des températures de 13-14 degrés aujourd'hui. Mirabel, il faisait seulement 3 degrés. Et à l'ouest du Québec, ce sont des conditions hivernales. C'est ce qui nous attend pour les prochains jours. Alors tout de suite, je vous montre en détail ce qui va se passer pour la soirée l'année prochaine. Alors retenez que partout au Québec, il y aura encore de bons vents jusqu'à demain. Flocons de neige sont attendus la nuit prochaine pour Sherbrooke. Il pourrait y avoir des gouttelettes de pluie un peu partout tôt ce soir. Sur le centre du Québec, la pluie va cesser ce soir. Ça va se changer en neige l'année prochaine. Pour l'instant, accumulation là, de 0 à 3 cm un peu partout. On se déplace vers l'est de la province où là, il y aura des accumulations. 10 à 15 cm sont prévus pour Bécomo, Sept-Îles, 5 à 10 pour Carleton, 5 à 10 pour la région de Gaspé. Ennuagement pour Natashquan, mélange de pluie et de neige pour les îles de la Madeleine. On revient vers Rouyn-Noranda, Val-d'Or, où la pluie mêlée de neige, ça va cesser ce soir. Passage nuageux l'année prochaine, il restera quelques flocons de neige pour Mont-Laurier. Et on termine le tour du Québec avec de la neige pour la baie James, de la neige à Fermont. Passage nuageux à Coudjoac. Regardez demain à quoi on pourrait s'attendre très rapidement. Donc le ciel se dégage sur l'ouest et le sud-ouest du Québec. Il y restera des précipitations plus à l'est. Encore une fois, demain, ce sera venteux partout. Voilà, Pierre. Merci, Colette. En Haïti, la crise s'amplifie d'heure en heure où le choléra progresse à une vitesse fulgurante à 5 jours des élections présidentielles. D'ailleurs, mon collègue Paul Larocque vient d'arriver à Port-au-Prince et dans les prochains jours, au TVA Nouvelles, il va faire le point de la situation. Mais André, si on revient au bilan de l'épidémie, on s'attend à voir le nombre de cas triplés dans les prochains mois. Effectivement, Pierre, en fait, c'est l'Organisation panaméricaine de la santé qui vient de faire cette mise en garde. Il y a déjà 60 000 cas de contamination. L'organisation s'attend à ce qu'il y en ait 200 000 nouveaux cas dans les 3 prochains mois pour une maladie, je vous le rappelle, qui peut être traitée à la condition d'avoir de l'eau potable. Les dispensaires sont bondés. Plus de 25 000 personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de l'épidémie de choléra à la mi-octobre. Les enfants, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. L'aide d'urgence réclamée par les Nations Unies arrive au compte-gouttes. Le drame, c'est que les gens sont face à une épidémie où ils ne peuvent rien faire pour la bonne raison qu'ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Certains pays, comme le Canada, disent attendre une demande formelle du gouvernement haïtien. Je crois que le gouvernement du Canada ne devrait pas attendre une demande de la part de ce gouvernement pour intervenir. Dans le pays, des voix s'élèvent pour réclamer le report des élections du 28 novembre. Pour la communauté européenne, ce serait une erreur. Et surtout d'avoir la stabilité politique dont ce pays a besoin. Jean-Ernest Pierre va plus loin. Il craint que le gouvernement Préval ne profite de l'épidémie pour prolonger son mandat au-delà de la limite prévue par la Constitution. Compte tenu que ce gouvernement-là, le président rappelle trop de mauvais souvenirs en Haïti, je me dis qu'il est temps de passer à autre chose, de passer à quelqu'un d'autre. On rapporte aussi des incidents de violence dans le nord du pays notamment.
Je crois que quand il y a élection en Haïti, il y a toujours des groupuscules payés par on ne sait qui commencent à faire du désordre. Et ça, c'est classique, c'est même pas particulier à maintenant. On verra dimanche si les Haïtiens iront voter en grand nombre malgré la crainte du choléra. André Bouchard, TVA Nouvelle, Montréal. Un peu plus tard, des concurrents du Québécois à la rescousse du procès opposant Pierre-Carl Prelado à Sylvain Lafrance. Même l'éditeur Georges Charon est appelé à témoigner. C'est une vision d'horreur au retour, les premières images de la bousculade meurtrière au Cambodge.